Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette quatrième session live. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle, évidemment encore, mais cette fois-ci, on va parler sur l'aspect édito, à savoir comment l'IA peut nous aider également à remettre en question notre travail en tant que journaliste. Donc, pas forcément, pas du tout même sur la partie création de contenu, nous assister dans la création de contenu, mais plutôt sur la partie positionnement édito, et notamment à savoir est-ce qu'on répond bien aux attentes de notre public. Donc, la semaine dernière, c'était le module 3 et c'était avec Sébastien Noir et avec Alexis Allman de l'EBU qui nous ont présenté leur chatbot Neo. N'hésitez pas à aller voir le replay qui est disponible sur YouTube. Et donc là, aujourd'hui, on accueille Nicolas Becquet de l'Écho belge. Nicolas, merci déjà d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter d'abord? Oui, bonjour, Nicolas Becquet. Donc, je suis basé à Bruxelles et je suis journaliste et également responsable manager du pôle digital de l'Écho. Je ferai une petite présentation tout à l'heure, mais bon, l'Écho, c'est l'équivalent des Échos en France. Et il y a une soixantaine de journalistes. Et puis, on est un média plutôt économique et business, mais pas que, évidemment. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Et effectivement, l'IA est une bonne façon d'interroger en fait les publics, d'interroger comment les publics perçoivent le média. Et voilà, et donc c'est tout l'enjeu de ce qu'on va présenter aujourd'hui. Eh ben, super, on a hâte. Alors, pour qu'on précise un petit peu comment ça va se dérouler, donc on va avoir une première partie où tu vas nous présenter ton cas d'usage précis que tu as mené dans la rédaction de l'Écho. Et puis, on aura une seconde partie où on prendra vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à commencer, dès que vous aurez des questions à poser à Nicolas, n'hésitez pas à les poser. Et puis, Nicolas, il répondra en fin de live. Et puis, ce live sera évidemment disponible en replay, pardon, sur YouTube. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter déjà un petit peu en détail comment ça fonctionne à la rédaction de l'Écho? Oui, bah, la rédaction de l'Écho, c'est une soixantaine de journalistes. On a un média qu'on appelle vraiment bimédia, c'est-à-dire que c'est l'info en premier, c'est pas le journal, le papier d'un côté ou le site web ou les réseaux sociaux. On essaie de travailler en mettant l'info en premier, évidemment. Et puis, on a toute une déclinaison, donc je disais un quotidien. On a évidemment aussi un journal du week-end avec des suppléments. Et puis, tout au long de la semaine, en numérique, on propose évidemment une application, mais également un podcast quotidien qui s'appelle Le Brief, 7 minutes à 7 heures pour tout connaître de l'information, en tout cas l'essentiel, vu par l'Écho. Et c'est 7 infos dès 7 heures. Voilà, cette info dès 7 heures tous les matins en podcast. On a également d'autres types de podcasts, notamment sur l'investissement financier. Et puis, depuis assez récemment, on a une stratégie vidéo. Donc, on est présent sur Instagram et sur TikTok avec des vidéos de 2 minutes pour comprendre l'actualité. C'est vraiment très important. Et dans un format vertical, réseaux sociaux classiques, incarné. Et donc, voilà. Donc, on a plusieurs offres en fonction des différents publics et les publics, on va en parler très bientôt. Alors, Nicolas, merci à toi pour cette présentation. Dans le cours de journalisme AI, il y a une phrase qu'on a répétée beaucoup, c'est qu'il faut connaître son problème pour lancer un projet journalistique à base d'intelligence artificielle. Explique-nous quel a été le problème que tu as voulu résoudre en lançant ce projet que tu vas nous présenter aujourd'hui. Il y a plusieurs enjeux face à ce qu'on a essayé de faire. Donc, on va en reparler. Donc, on va parler des user needs en anglais, qui veut dire les besoins utilisateurs ou les attentes des lecteurs. Souvent, la plupart du temps, on regarde les données d'audience, donc les métriques qui viennent vers nous en termes de pages vues, en termes de durée de session, en termes de plateformes consultées. Eh bien, on essaie toujours de décrypter à travers ces chiffres ce que veulent les publics et le succès finalement de ce qu'on essaye de faire. Alors c'est une vision, on peut essayer, mais ça a aussi ses limites, puisque c'est toujours, à part donc les données, je dirais,
live qu'on peut avoir en temps réel sur ce qui se passe dans l'application, sur le site ou ailleurs, qui nous permettent finalement d'orienter à la hausse, à la baisse, de choisir un sujet plutôt qu'un autre et voilà, d'essayer de s'adapter au temps réel. C'est une marge qui est une marge qui existe, mais qui n'est pas extraordinaire et qui ne permet pas forcément de faire des changements structurels sur notre approche. Et donc, les besoins utilisateurs, et je vais expliquer juste après avec une présentation à quoi ça correspond, proposent de renverser en fait cette grille d'analyse et de se dire, mais tiens, finalement, pour quelles raisons les lecteurs viennent nous voir? Est-ce que c'est parce qu'ils viennent chercher une mise à jour du temps réel, par exemple? Est-ce qu'ils viennent parce qu'on sait bien expliquer des choses complexes? Est-ce qu'ils viennent pour être inspirés, pour finalement trouver de nouvelles idées ou des gens, être confrontés à des gens qui ont des pensées différentes, parfois innovantes, parfois de rupture? Voilà, il y a plein de besoins utilisateurs, mais ces besoins ne sont pas forcément nommés spontanément par les lecteurs. Ils ne disent pas « je suis venu parce que j'aime bien ça chez vous ». On sait qu'ils sont venus, on sait qu'ils sont revenus, on sait qu'ils, pour certains, payent des abonnements pour le média, mais l'offre des médias est tellement large que c'est très difficile de dire « ok, c'est pour cette raison-là ». Alors bien sûr, on peut savoir si quelqu'un vient plutôt pour le sport, pour la bourse ou pour d'autres choses. On va pouvoir faire des recoupements. Mais profondément, pourquoi le lecteur vient et pourquoi il est attaché à la marque, ça c'est une question qui n'a pas toujours de réponse, à part dans des études qu'on peut faire, des études dites qualitatives, où on va contacter des lecteurs et on va leur poser, on va leur soumettre toute une série de questions. Et ces questionnaires peuvent avoir des limites, puisque si on leur demande qu'est-ce que vous voulez, bah, souvent beaucoup vont dire je veux de l'international, je veux du décryptage de l'analyse. Et finalement, ce qu'ils consultent réellement, ça va être plutôt les sports, la culture et puis la rubrique politique. Pour que ce soit hyper concret, Nicolas, je viens de Oui, partager la fameuse boussole. Euh, oui, Cette boussole-là, c'est une boussole qui a été imaginée donc, à l'origine par la BBC en 2016, BBC International. Euh, Est-ce que tu peux, donc c'est ce que tu étais en train de nous décrire à l'instant en fait, mais est-ce que tu peux reprendre un petit peu? Là, on voit ouais. les quatre piliers en fait de ce à quoi devrait en tout cas correspondre un article, ou en tout cas un article de presse devrait répondre à l'un de ces quatre drivers principaux. D'accord. Alors, je vais avancer un peu sur ce que je vais montrer moi-même dans la présentation, parce que j'ai le même schéma. Donc, je fais ça et après, si tu veux, je switch et puis comme ça, Bien sûr. je pourrais aller dans le détail. Mais ce que vous voyez ici, en fait, tout a commencé il y a un certain temps à la BBC, à l'antenne de Russie, où ils se sont posé la question de l'adéquation entre finalement l'offre d'information d'un côté et la demande de l'autre. Et ils ont catégorisé leur contenu avec différents besoins utilisateurs et qu'ils ont appelé User Needs voilà, for News, et qui se découpaient par différents filtres, comme ici Update Me, Educate Me, Give Me Perspective. Et donc, dans cette grille d'analyse, en fait, ils ont passé tout le contenu qu'ils produisaient, ils ont regardé combien d'articles ils produisaient ou de vidéos en fonction de chaque besoin. Et ensuite, ils ont regardé quelle était la performance réelle de ces articles-là. Et ils se sont aperçus très rapidement qu'en fait, il y avait un déséquilibre, c'est qu'ils produisaient énormément de news pures, c'est-à-dire de Update Me, et donc ça faisait un grand volume au total de clics. Mais quand ils faisaient un explicatif, eh bien là, ça surperformait, c'est-à-dire qu'ils faisaient peut-être je dis des chiffres que je n'ai pas sous les yeux, mais il faisait 4 explicatifs par semaine et 100 Update Me par semaine aussi. Et se apercevait qu'en fait, les 4 explicatifs avaient une performance relative beaucoup plus importante. Et donc, à partir de là, ils se sont dit qu'il y avait un mismatch, une non-rencontre entre l'offre et la demande. Et ils ont commencé à jouer sur les curseurs pour choisir, parmi les différents besoins utilisateurs, de dire, bah, tiens, les explicatifs fonctionnent mieux, et donc on va en produire un peu plus. On va peut-être diminuer un peu la news pure, l'info en temps réel, et voilà. Et donc ça, c'était le début de la réflexion, et depuis, plusieurs médias se sont réappropriés ce modèle, et on l'a adapté, évidemment, à leur identité éditoriale, pour justement essayer de comprendre, donc de cartographier les besoins utilisateurs de leur production, et ensuite de pouvoir agir.
Donc là, si on donne un exemple hyper concret, mettons, on a le dernier rapport du GIEC qui vient de sortir. Le Update Me, c'est euh, une dépêche AFP bâtonnée qui va donner les grandes lignes de ce rapport du GIEC. Et Give Me a Perspective, c'est un point précis du rapport du GIEC éclairé par Valérie Masson-Delmotte qui va raconter que le niveau de la mer va s'élever d'1 mètre d'ici à 2050 et qui va nous raconter les conséquences concrètes que ça va avoir sur la vie en Bretagne, quoi. L'idée, c'est de trouver à chaque fois en fait un prisme pour couvrir l'actualité, mais de manière différente. Et, Exactement. et, euh, et Help Me, ça va être des associations qui travaillent ou des entrepreneurs qui travaillent à la construction de digues pour limiter l'érosion des côtes, quoi. Donc, Oui, ou alors encore plus concrètement, qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle oui. pour justement freiner la hausse des océans? En tout cas, qu'est-ce qui peut contribuer voilà, à avoir un impact? Là, dans ce côté doux, donc ce côté action, moi, j'identifie spontanément le journalisme de solution un peu façon Hugo Clément et son émission Sur le front, où on va essayer d'aller voir les acteurs, ceux qui se bougent, ceux qui se mobilisent pour trouver des solutions face au réchauffement climatique, mais pas que, notamment. Mais Non, donc là, il pourrait y avoir des mobilisations dans son quartier, dans sa région, d'acteurs qui travaillent pour je sais pas, ramasser les déchets au bord de l'eau ou prendre des mesures ou quoi que ce soit. Et donc aussi, le doux, c'est vraiment faire quelque chose de concret, voilà, qui va être complémentaire aux autres angles qui sont sur ce schéma. et là, donc là, c'est vraiment le postulat de base de la BBC 2016. On fait trop de Update Me, on fait trop de live, de dépêches bâtonnées. Comment on peut réussir à remplir cette boussole et à faire en sorte que nos articles, nos angles répondent à davantage de besoins? C'est ça, hein. Exactement. Voilà, c'est ça. Je te laisse la main sur la suite. Je crois que tu nous as Ça préparé une marche. présentation. Oui, voilà. Ben, je vais passer sur les choses redondantes. C'était bien qu'on fasse cette petite intro. Euh, voilà. J'espère que vous voyez bien la présentation. Oui, Parfaitement. très bien. Eh bien voilà, ben, j'ai déjà présenté l'écho, donc une soixantaine de journalistes, on vient de dépasser le cap des 20 000 abonnés, donc voilà, on est très heureux d'avoir des lecteurs fidèles. De mon côté, bah, je suis journaliste et manager du ce qu'on appelle le pôle digital, c'est-à-dire qui s'occupe du web, de la distribution. Il faut entendre les réseaux sociaux et les plateformes externes, tout ce qui est analyse data, podcast et vidéo. Et je participe également au développement de notre application, de notre logiciel d'édition pour la mise en ligne des articles. Je suis aussi référent IA et puis j'interviens à l'école de journalisme de Louvain en Belgique et puis aussi à l'Académie du journalisme et des médias en Suisse. Ça, c'était pour une courte présentation. Donc, les user needs, on vient d'en parler. C'est vraiment une stratégie de contenu où chaque élément éditorial répond à un besoin identifié par le public. Et donc, c'est, comme on commençait à l'expliquer, c'est une nouvelle grille d'analyse des audiences. C'est de passer vraiment du comment au pourquoi. Donc, comment les gens viennent sur le site, etc. Combien de temps ils restent, est-ce qu'ils viennent via les réseaux sociaux, est-ce qu'ils se connectent directement dans l'application, au pourquoi ils viennent, et pourquoi même en 2 mots, c'est-à-dire leur motivation profonde. Et donc, on essaie de passer de la logique de la performance à se dire, tiens, ce papier a bien fonctionné ou il n'a pas bien fonctionné, au sens, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit. Ça, évidemment, voilà. Et donc, c'est aussi intéressant parce qu'on a, à l'écho, on est bien équipé en tableau de bord pour analyser les audiences, etc. Donc, on a des tonnes de données, mais en fait, peu de conclusions et d'effets de levier durables. Alors, on essaye de construire au fur et à mesure, mais on regarde souvent ce qui s'est passé la veille ou la semaine d'avant, ou alors avec des grands ensembles sur 6 mois, sur un an, et puis on essaie d'en tirer des conclusions pour la suite. Les objectifs, bah, ils sont d'observer l'audience pour adapter les contenus et les formats, mais c'est très important de dire que ce n'est pas pour adapter les sujets eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un journalisme de la demande qui, qui sauterait sur toutes les occasions pour faire plus de clics. On se dit, voilà quelle est notre identité éditoriale et comment nos contenus et nos formats peuvent s'adapter en fonction de ce qu'on a vu au niveau des besoins utilisateurs.
Et le deuxième objectif, c'est aussi moins de papier mou. Alors ça, c'est pas très scientifique, mais c'est-à-dire avec un besoin identifié. C'est-à-dire une promesse éditoriale plus forte, plus claire et donc plus convaincante. Ça aide vraiment dans la commande des articles. Et donc, on a vu les user needs. En France, il y a samsa.fr qui a adapté ce modèle et qui l'appelle donc la boussole des attentes du public. Et donc, voilà, on a fait le tour. Ici, c'est une matrice un peu plus complexe puisqu'il y a des grands ensembles, savoir, comprendre, ressentir, agir. Mais si vous regardez dans le détail, eh bien, voilà, ici, vous avez « tenez-moi informé »,« expliquez-moi », donnez-moi une perspective, divertissez-moi, inspirez-moi, connectez-moi, aidez-moi et impliquez-moi. Donc ça, on va dire, c'est voilà, une vitrine où il y a plein de besoins utilisateurs et puis après, on va pouvoir venir piocher dedans en fonction de son média. Ce que montre SmartOcto, qui est le partenaire aussi qui a repris finalement ce modèle des user needs. SmartOcto, bon, ils fournissent notamment des analyses de données, des tableaux de bord. Ils ont fait une étude qui montre qu'un article qui a un besoin identifié, vraiment clairement identifié, en fait, performe mieux qu'un article où on n'aurait pas su déterminer vraiment s'il appartenait à une catégorie ou à une autre. Et donc, ici, on se dit, avec un besoin identifié, plus d'articles avec un angle fort et percutant, c'est ce qu'on disait, plus de lisibilité pour les lecteurs sur la promesse du contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir, et plus de satisfaction, donc plus de clics. Ça, c'est la logique de façon un peu raccourcie, mais c'est la logique derrière. Donc, en résumé, du point de vue d'une rédaction, c'est écrire pour répondre à un besoin, comprendre pour qui et pourquoi on écrit, et écrire du coup avec une intention pour être lu, c'est-à-dire se poser la question fondamentale, quelle est la fonction de mon contenu? Pourquoi j'écris ça? Alors, on peut se dire, parce que c'est dans l'actualité. Ah, ok. Parce qu'on a besoin d'avoir un point de vue. Ok. Mais si on va plus loin et qu'on applique cette grille, ça nous aide en fait à être voilà, encore plus précis. Donc, il y a plusieurs enjeux de transformation des pratiques éditoriales derrière. On va dire créer une connexion utile entre les données d'audience et le pilotage éditorial. C'est souvent compliqué d'arriver avec des données et de sanctionner le travail des journalistes ou dans une rédaction par des chiffres qui peuvent paraître abstraits, même si on essaie de leur donner du sens. Moi, c'est ce que j'appelle les audiences fantasmées. Faites le travail dans votre rédaction, allez demander à chacune des personnes, peu importe le poste, pour qui il écrit. À mon avis, vous aurez autant de réponses que de personnes qui sont dans la rédaction. Parce que chacun a son audience qui s'imagine, et une personne à qui on parle comme en radio, on parle à telle ou telle personne dans sa tête pour être encore plus clair. Eh bien voilà. Donc là, on confronte avec les chiffres et les usages réels. On parle aussi, pourquoi ça fonctionne aussi, c'est qu'on parle contenu et force des angles, et ça change tout pour le lecteur et aussi pour la commande des sujets. On essaye aussi, via cette méthode, de trouver un levier pour comprendre la nature de la production et de la demande. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne concrètement, mais du coup, quand on passe cette grille d'analyse, eh bien, on a finalement une vue d'ensemble un peu différente sur ce qu'on a produit et comment ça a été lu ou consulté. Donc, c'est vraiment une étude du rapport entre l'offre et la demande. Et puis, on essaie de résoudre un paradoxe, hein, j'en touchais un mot déjà tout à l'heure. On a beaucoup de chiffres, on a beaucoup de tableaux de bord disponibles, et si peu de temps et si peu de moyens aussi parfois pour les exploiter et pour se les réapproprier éditorialement et collectivement. Ça, je pense que c'est un enjeu dans beaucoup de rédactions, même avec la meilleure volonté du monde. On a le flux de l'actu d'un côté et puis on a l'attention de l'autre des données. Donc, c'est quoi les étapes du projet User Needs pour l'éco? Ça va être d'abord de les choisir en fonction de son ADN éditorial et aussi des missions que se donne le média. Ensuite, on va définir ce que c'est un explicatif, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Ensuite, on va automatiser, parce que c'est là où l'IA, puisque c'est quand même le sujet de cette formation, entre en ligne de compte, c'est qu'on va essayer de passer en fait toute notre offre et tout ce qu'on produit via l'IA, qui va étiqueter chaque contenu, qui va dire ça c'est plutôt de la mise à jour, ça c'est plutôt de l'explicatif, ça c'est plutôt de l'inspiration. Et donc nous on l'a fait en l'occurrence,
On l'a fait avec les équipes data de l'Echo via l'API de ChatGPT. Donc, on s'est connecté à ChatGPT via un moyen technique et on lui a envoyé tous les articles et puis lui, il a renvoyé une réponse en faisant des catégories. Analyser, bah voilà, on analyse le constat. Est-ce qu'il y a, comme la BBC à l'époque, il y a une différence entre ce qu'on imagine faire et ce qui est vraiment plébiscité par les lecteurs? On va regarder quel type d'article est plébiscité dans nos catégories. Est-ce qu'il y a des différences de besoins en fonction des rubriques, de la plateforme de consultation? Donc ça, c'est toute une analyse qui arrive après. Puis ensuite, on va partager et expliquer, c'est-à-dire chercher à tirer des conclusions avec les chefs de rubrique, rechercher des effets de levier, de savoir ce qu'on peut faire mieux ou différemment, et identifier d'éventuels angles morts. Et puis après, on va développer des outils. Donc ça, c'est pour les différentes étapes. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Maintenant, on va voir de façon concrète comment nous, on a travaillé. On a choisi, vous avez vu tout à l'heure ce schéma qui peut être complexe, mais on est allé chercher 5 besoins utilisateurs spécifiques. Donc la mise à jour, l'explication, l'inspiration, l'aide concrète et puis aussi divertissement. On fait culture aussi, on a une rubrique culture, on a aussi un magazine lifestyle, donc ça rentre aussi dans notre ADN éditorial. Une fois qu'on a choisi et qu'on a discuté des besoins utilisateurs qui correspondent aux médias, eh bien, on va donner des définitions. Alors, comme c'est la grande chance qu'on a avec les IA et avec les modèles de langage, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de coder, il suffit de leur expliquer dans des mots que normalement on sait à peu près utiliser, leur donner une définition. Donc là, update me, article sur des informations de dernière minute, des breaking news et de mise à jour d'une actualité. Articles qui répondent aux questions de base, quoi, où, quand, qui, pourquoi. Articles qui permettent de se mettre à jour sur l'actualité immédiate. Articles qui répondent au FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer une information importante, etc. Donc, on va vraiment donner une liste et on va dire notamment, bah Il y voilà, a même vos inclure formats les... aussi. Comment? Il y a même vos formats réels qui existent déjà dans la rédaction. Oui, oui, voilà. Alors ça, on va le venir. Ça, c'est un petit outil que je réserve pour la fin, mais effectivement, on a croisé les besoins utilisateurs et les formats qu'on utilise. Donc voilà, donc on a fait la même chose pour l'inspiration, donc des articles qui donnent des perspectives différentes et de nouvelles idées sur des sujets d'actualité belge, internationale, société, business ou opinion, des idées originales et des points de vue qui peuvent être iconoclastes ou à contre-courant, articles qui appellent à changer de vision ou de comportement ou de façon d'agir, des interviews approfondies, des portraits, des profils inspirants. Donc voilà, donc on a fait toute cette définition et puis on a lancé finalement ChatGPT qui a regardé tous nos contenus sur une certaine période et qui nous a permis de produire, alors c'était un des premiers contenus qui a, comme vous voyez ici, le divertissement, l'explication, l'aide, l'inspiration et la mise à jour. Et on a comparé en fait les besoins utilisateurs et notre production. Ici, c'est cette barre en noir. Et puis, on s'est aperçu que là, il n'y avait pas de décalage majeur par rapport à la BBC, où on aurait pu voir pour la BBC, eh bien, on aurait eu ici cette barre noire de moyenne de consultation, peut-être qui aurait été un peu plus de cette direction-là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais... Oui, on voit Donc, ta souris. Et donc, du coup, vous avez fait une étude d'opinion pour savoir ce qu'attendait aussi votre public en allant sur l'écho non, il n'y a pas d'études qualitatives, c'est vraiment, on à a partir de l'audience. voilà, à partir des données d'audience qu'on a, on a croisé, on a mis des degrés de fiabilité pour attribuer tel ou tel besoin utilisateur. Et puis, on a eu ce rendu finalement Et quelle a technique. été votre première réaction? Moi, ça m'intéresse de savoir, voilà, quand vous avez fait le travail d'étiquetage de données, qui est un travail extrêmement important, on l'a aussi évoqué dans le cours, quand vous avez fait ce travail d'étiquetage pour dire qu'est-ce que c'est Update Me, Inspire Me, etc., quand vous avez vu le premier graphe, quelle a été ta première réaction? Bah, la première réaction, c'est on n'est pas à côté de la plaque. Parce que c'est ça, hein, on peut se dire, voilà, on pense avec toute la bonne volonté du monde et la connaissance et l'intuition journalistique qu'on est dans le bon. Il peut y avoir des différences. Après, effectivement, nous, on est un média qui a un paywall, donc qui demande un abonnement depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, on a réussi aussi, par la force des choses, à évaluer depuis un certain temps. Et tout ça. Mais quand même,
c'était intéressant de voir qu'on n'était pas à côté de la plaque. La deuxième chose, après, c'est on a vu, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un potentiel et c'est ça qu'on a continué à faire sur des rubriques, mais aussi sur certains types de lecteurs. Donc, on a un premier rapport au général. Et puis après, on a eu voilà, des premiers qu'on a affinés par la suite. Donc, ce que je vous présente, ce n'est pas les résultats définitifs, parce qu'on a affiné le modèle, etc. Mais là, par exemple, on a vu qu'en moyenne, un article sur la période donnée, Help Me, performait mieux. Vous voyez ici, c'est le nombre de clics dans l'échelle de gauche. Eh bien, qu'il performait mieux que un... Alors, hop, je vais juste enlever la petite... Voilà. Qui performait mieux en moyenne qu'un article de mise à jour ou qu'une inspiration. Après, il va falloir évidemment affiner l'analyse, c'est-à-dire le nombre produit d'articles. Donc là, je n'ai pas ajouté, parce que si on cumule toutes les mises à jour, évidemment, ça fait un volume beaucoup plus important que l'inspiration ou l'explication, etc. Mais donc, c'était en moyenne. Si on ne devait écrire qu'un article, enfin qu'un seul type d'article, ça serait Help Me. C'est un peu raccourci, mais c'est juste pour dire, tiens, là, ça éveille notre vigilance en disant, ah, là, il y a un potentiel et ce type d'article est plébiscité, puisque je vous rappelle qu'on essayait quand même de pouvoir identifier, en fait, mieux connaître nos lecteurs et savoir pourquoi ils viennent nous voir. Voilà, donc ça, c'était un premier rapport général. J'ai mis deux exemples. Et puis après, on a fait ici un autre exemple. C'est un rapport hebdomadaire qui est en fait envoyé aux différents chefs de rubrique. Et donc, qu'est-ce que fait ce rapport hebdomadaire? Eh bien, en fait, il liste l'ensemble par ordre décroissant, le nombre de clics par article, du plus performant au moins performant, aussi du point de vue des abonnés, de l'ensemble, le titre, les auteurs, et puis aussi les différents indicateurs, le pourcentage d'abonnés, les sources, etc. On a rajouté évidemment la dimension ici des user needs. Donc là, vous voyez que chaque... Est-ce que tu peux zoomer un petit peu peut-être? je ne suis pas sûr, non. Non, ça ne Bien me sûr. permet pas de le faire. Ici, vous voyez que la première ligne, c'est un Update Me. Le deuxième, c'est un Inspire Me. Ensuite, Update Me, Inspire Me, Explain Me, etc. Et donc, ça, c'est bien de le voir dans une liste, évidemment. Mais quand on y va, eh bien, là, on a en fait une vue globale du nombre d'articles produits sur la période donnée, du nombre total de page views qui a été réalisé par ces articles, de la répartition aussi par nombre de clics, en tout cas par fourchette de clics. Et en dessous, vous voyez ici les user needs, c'est-à-dire la répartition, de dire il y a eu 56% des articles produits qui étaient des Update Me et ça fait 64% des page views au total. Alors, tout ça, évidemment, ce sont des chiffres, et je vous dis, c'est des tests. Là, je vous ai mis, évidemment, des chiffres, des pots de tests qu'on avait fait sur certaines périodes données. Mais en fait, la fréquentation, je vais revenir en arrière, la fréquentation, en fait, de ce reporting hebdomadaire par les chefs de rubrique est très intéressant parce que ça leur permet de voir, tiens, voilà ce j'ai commandé comme article. Voilà les performances de chacun en fonction d'un très grand nombre de critères. Donc, l'idée, c'est pas de dire ça a bien fonctionné ou ça n'a pas bien fonctionné. C'est toujours beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il y a une question de timing? Est-ce qu'il y a une question de titrage? Est-ce qu'il y a une question d'actualité, justement, ou qui a pu parasiter la mise en ligne d'un article? Vraiment, ça, Clément, tu connais aussi. C'est très complexe. Faut vraiment y aller avec des gants et des pincettes parce que c'est souvent plus compliqué qu'il ne semble. Mais on a une première idée et donc, très rapidement, le chef de rubrique qui connaît parfaitement son travail dit ah bah tiens oui celui-là je pensais que ça allait bien fonctionner mais pourquoi il n'a pas fonctionné ou tiens ça on pourrait le repousser pour que ça lui donne une seconde vie, etc. Bon c'est une façon de vraiment alimenter la conversation. Puis des fois on ne sait pas, voilà, il faut l'accepter. Mais donc aussi là dans ce deuxième visuel, ça va te permettre de dire tiens finalement
là, j'ai une possibilité. Les Help Me sont un peu sous-représentés, pourtant ils ont très bien fonctionné. Où là, par exemple, là, on est dans une question 2% des articles produits, 2% des page views, ça a l'air très aligné comme ça. Ici, Entertain Me, bon, bah voilà, moins de page views et pourtant on en a fait un peu plus. Voilà, c'est une façon de jouer sur les curseurs, quoi. Donc je continue. On est bientôt à la fin et vous pourrez aussi poser vos questions. Pour aller un peu plus loin, on a commencé aussi à développer des outils pour la rédaction et aussi les chefs de rubrique. Donc évidemment, il y a eu tout un travail, et ça je pense que c'est présent dans la formation, je l'ai vu passer aussi, c'est toujours très important de travailler, pas dans son coin, notamment pour les projets IA, mais pour les autres aussi, de discuter et d'expliquer ce qu'on fait et d'entendre les besoins des utilisateurs, et y compris donc là pas des lecteurs mais des journalistes. Et voilà. Et donc, à partir des réflexions qu'on a mis en place, j'ai développé un petit GPT. Alors, c'est quoi un GPT? C'est un petit assistant qu'on peut faire dans un compte payant ChatGPT, où on va faire un mini ChatGPT. On va lui attribuer une tâche vraiment précise. Et on va pouvoir lui donner toutes des règles, comme vous avez vu, avec un prompt, donc une requête spécifique, pour lui dire ce qu'il faut faire dans quel cadre. Moi, j'en ai configuré un où j'ai expliqué quels étaient nos user needs, c'est-à-dire quels étaient nos besoins utilisateurs, qui était l'écho, comment on fonctionnait, quelle était notre mission, notre ADN éditorial. Et après, j'ai aussi, donc avec le responsable du site et de l'app à l'écho, introduit les formats. Les formats qu'on a, c'est-à-dire le en image, en question, les explicatifs, les papiers d'inspiration, etc. Donc, on a des structures pour notre journalisme web quotidien qui nous permettent de faire appel à des formats bien déterminés. Et donc, on a croisé les besoins utilisateurs d'un côté et les GPT de l'autre. Et donc, on a ce petit outil qui peut dire suggère des idées d'angle, donne-moi des idées de format et c'est quoi les user needs pour ceux qui veulent un petit rappel. Et donc là, l'idée, c'est que dans le champ de recherche qui est ici, eh bien, on va pouvoir cliquer et coller, par exemple, un article, une dépêche, un communiqué de presse, ce qu'on veut. Et donc là, je vais switcher de fenêtre. Je vais présenter un autre contenu. Hop, voilà. Donc cet outil-là, pour le coup, il était dédié aux journalistes de la rédaction. Voilà. Oui, au chef de rubrique, oui, voilà, c'est pas un outil public. Et donc là, par exemple, j'ai tapé un article sur les crypto-monnaies en Belgique. Il y a une réforme assez forte sur les crypto-monnaies qui arrive. Et donc, j'ai mis un des articles d'un journaliste et je lui ai demandé, évidemment, il va me Alors par donner contre, là, on voit pas, on est sur Ah mince, pardon, le je vais GPT, ouais. rechanger. Je change de fenêtre, ouais. Je peux pas tout partager, donc hop, voilà. Ça devrait être mieux, voilà. Donc là, Parfait. je suis dans l'outil, j'ai copié-collé l'article et je l'ai envoyé au GPT, donc à l'assistance. Et là, donc c'est un assez long article, donc toujours, vous le savez, avec les IA, plus on donne de contexte, mieux c'est, évidemment. Et puis là, il va me présenter, voici la proposition structurée selon le modèle User Needs de l'écho. Donc, il va me dire dans Update Me, mets-moi à jour, eh bien, un angle, un titre et un format. Donc là, les Mhm. détenteurs belges de crypto se pressent pour rapatrier leurs gains avant la taxe de 2026. Titre crypto, ruée des investisseurs avant le couperet final de 2026. Bon, là, il faudrait peut-être retravailler un peu la SEO. Format, factu, avec encadré chiffré et réaction de banque et fiscaliste. Et ainsi de suite. Mais il va le faire, du coup, pour tous les besoins utilisateurs qu'on a identifiés, aussi pour l'explicatif ou pour la catégorie Help Me. Donc là, par exemple, c'est conseils pratiques pour éviter les mauvaises surprises avant le 31 décembre. Crypto et impôts, les 5 démarches à faire avant la fin de l'année. Format, mode d'emploi, checklist, plus citation d'avocats fiscalistes. Ou comment rapatrier ses gains sans blocage bancaire ni soupçon de blanchiment. Le mode d'emploi, pas à pas avec témoignage de banque. Et ainsi de suite, évidemment, sur l'inspiration,
portrait croisé d'avocats et d'investisseurs qui accompagnent la normalisation du secteur crypto en Belgique, ou derrière la peur du fisc, l'émergence d'une nouvelle culture financière, prudence, traçabilité et régularité. Ok, c'est intéressant. En fait, il va venir suggérer des manières différentes de traiter cette actualité, donc de le faire sous d'autres Exactement, prismes. c'est ça. Ouais. Et on l'a testé dans les formations IA avec des journalistes qui étaient spécialisés dans la matière. Certains ont dit ah oui bah celui-là je me doutais, ah maintenant tiens ah oui là il y a un angle ou il y a une façon de faire que j'aurais pas imaginé. Et donc là, c'est win-win, puisque d'une part, le journaliste a une idée de rebond sur l'actualité, et d'autre part, bah, ça correspond à la stratégie user needs, donc ça correspond à notre stratégie d'audience et de médias. Voilà, donc l'idée de croiser médias, angles et sujets, voilà, avec un petit outil que tout le monde peut réaliser avec un petit peu de temps, mais c'est vraiment très, très accessible, eh bien, on a un outil qui est direct pour la rédaction. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'article que vous planifiez initialement de traiter sous le prisme de Update Me et que vous avez fait finalement en Help Me? Alors, on a une culture du Help Me parce qu'on a une rubrique Je qui crois que s'appelle Mon Argent. tu m'avais parlé, quand on s'était parlé précédemment, tu m'avais parlé de l'ETF, des ETF, je crois. Oui, par exemple, donc ça c'est c'est un exemple concret. Je peux arrêter peut-être de partager et revenir à l'écran. Euh, Donc les ETF, c'est un produit des marchés sur les marchés financiers qui permet de suivre un certain nombre d'indices et d'investir. Voilà. Et donc, c'est un phénomène relativement récent et on le traitait de manière globale sur les performances des ETF, etc. Et, grâce aux user needs, on s'est aperçu que les gens qui viennent chez nous pour suivre les marchés financiers euh, veulent connaître l'information en temps réel. Donc, on a des lives sur les marchés financiers de 7h à 23h. Donc, on fait beaucoup ça. Et on fait aussi beaucoup d'analyses. Donc, voilà, c'est nos deux jambes, c'est-à-dire de l'information en direct et puis des analyses approfondies sur ce qui se passe à côté. Et ben, grâce à l'analyse des user needs, on a découvert que bien, les articles Help Me pour les investisseurs fonctionnaient extrêmement bien. Et donc, ça donne plus d'idées, enfin, en tout cas, voilà, ça donne des idées d'angles spécifiques sur qu'est-ce qu'un ETF, pourquoi, comment on peut y souscrire, quels sont les risques, etc. Donc, C'était ce sujet-là, voilà, c'est ça. bien joué. Et donc voilà. Et donc, ça, c'est pareil, on aurait pu de façon traditionnelle avancer avec les lives qui fonctionnent très bien et les analyses aussi, mais là, on a une nouvelle perspective. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de l'or comme valeur refuge. Eh bien, c'est pareil. Typiquement, on peut aller faire un article sur l'or, ici sur les cryptos ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, c'est une façon de réconcilier les attentes, les besoins utilisateurs et aussi notre pilotage au quotidien et de se donner une chance finalement de réfléchir un peu différemment. Oui, c'est-à-dire que plutôt que traiter sous la forme d'une dépêche AFP qui raconte que l'or est en train d'exploser, de faire un factuel brut, on va plutôt raconter, bah, voici 5 manières, voici où vous pouvez acheter de l'or aujourd'hui. Et évidemment, on va expliquer l'actualité qui est à l'origine de cet angle, quoi. Donc, on va quand même traiter l'actualité, mais sous un prisme différent. Exactement. Ouais, c'est J'ai super intéressant. encore un slide, je pense, puis après, comme ça, on pourra faire les questions. Ça, c'est important de prendre du temps pour les questions. Hop. Donc, voilà. Donc, je vous conseille, en tout cas, si vous n'avez jamais essayé de faire des GPTs, ces petits assistants, vous trouvez un tuto très facilement sur YouTube ou peut-être dans la formation directement. Gemini le fait aussi avec les gemmes. Enfin, bon, il y a à peu près maintenant toutes les plateformes ont leur mini-assistant, mais ça peut vous rendre des services. Voilà, j'en fais beaucoup avec mes étudiants. Voilà. Je reviens ici. Voilà. Les enseignements qu'on a pu en tirer, bien déjà, cette approche des user needs fonctionne avec les responsables de rubrique à qui on peut discuter parce qu'on parle vraiment de contenu, on parle de journalisme, on parle de choix éditoriaux, de rapport à l'audience. Donc, c'est vraiment un bon connecteur. On va essayer maintenant d'approfondir bah, voilà, les analyses avec des mises à jour de l'analyse un an après pour voir si voilà,
les audiences ont changé, si les usages ont changé. On affine aussi par rubrique, mais c'est aussi utile pour notre stratégie de distribution, ce qu'on doit faire encore, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que bien, les gens qui viennent de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn, bon, ils ont des besoins utilisateurs différents. Et donc, plutôt que de partager tous nos articles sur toutes les plateformes, eh bien, on pourrait se dire, ah, bah tiens, sur LinkedIn, l'inspiration, bon, ça paraît peut-être un peu facile, mais fonctionne bien, mais aussi la dimension temporelle. Il fonctionne bien le matin. Voilà. Et donc ça permet d'affiner la stratégie. On veut aussi faire un tableau de bord, puisqu'on a une équipe data très dynamique qui nous fait des rapports sur mesure. On est très chanceux, mais on veut aussi pouvoir aller voir nous-mêmes, aller regarder et faire des analyses ponctuelles. Et puis, on travaille sur un nouveau produit éditorial qui s'appelle l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? En fait, c'est dans notre application, vous voyez à droite, eh bien, on a un onglet, on va proposer un onglet, c'est l'essentiel pour comprendre l'actu 3 fois par jour dans l'application. Donc, c'est une sorte de mini-édition. Et on s'est basé sur le principe alors c'est beaucoup d'anglais, mais Smart Brevity, la concision efficace, si on peut traduire ça comme ça. L'idée, c'est qu'on va travailler avec 4 à 5 infos, et à chaque fois un titre et 3 paragraphes. Vraiment, 3 intertitres et 3 paragraphes. Et c'est quoi l'info? Quel est l'impact pour le secteur bancaire, pour mon entreprise, pour le citoyen, voilà. Et puis, c'est quoi la suite? C'est un modèle qui a été développé notamment aux États-Unis par Axios, un média politique. Et donc, on va essayer finalement de proposer cette édition, voilà, qui n'est pas une synthèse IA de l'actualité, comme on pourrait en trouver partout, mais c'est vraiment une synthèse basée sur l'actualité et surtout sur le fait de comprendre, se dire, OK, il y a une info, maintenant je suis au courant, mais pourquoi elle est importante? Pourquoi on va plus loin? Et donc, on aura un autre assistant IA qui va faire un draft, un brouillon de cet article. Et puis, le journaliste aura le temps d'aller regarder, d'aller modifier, d'aller affiner, d'aller clarifier certains points s'il faut. Et donc, voilà. Et donc, pourquoi je vous montre ce dernier format? Eh bien, parce que cette approche des besoins utilisateurs, eh bien, elle permet de réfléchir à identifier des tendances. Et là, on n'a identifié que dans l'application. Le fil info, très basique, avec juste les titres en façon chronologique qui arrivaient dans l'application, était un onglet très utilisé par nos utilisateurs. Et donc, on a décidé d'en faire un produit spécifique, de dire, OK, en fait, il y a un besoin de mise à jour, mais aussi de compréhension à certains moments de la journée. Et donc, on a créé on est en train de le créer, ce format-là dans notre application. Et donc là, c'est vraiment un article qui est hybridé, hein, c'est ça, qui est transformé, qui est synthétisé. C'est même pas, là, c'est même pas un article. Bon, je peux pas vous montrer en direct, mais imaginez que si vous scrollez, vous avez un numéro 2, 3 et 4, et, potentiellement 5. Mais à chaque fois, la structure est hyper ramassée, c'est-à-dire un intertitre, un paragraphe, un bon paragraphe, mais pas plus. Et voilà. Et donc, c'est aussi une info par écran. Et donc, voilà. Merci Marie-Catherine. Et donc, ce sera vraiment une info par écran. Et voilà. Et donc, c'est vraiment un croisement entre un besoin utilisateur, une offre éditoriale et aussi de l'IA. Mais j'explique vraiment que le draft, c'est l'IA. Et après, qu'il y a un journaliste qui a une vue sur l'actualité qui va repasser dedans et adapter aux besoins. Et ça, c'est quelque chose que vous avez eu cette idée à partir de toute votre analyse des user needs models. Vous l'aviez déjà Ça se avant. croise, ça se croise. Puisqu'il y a un moment, ça s'affine et ça permet d'aboutir sur quelque chose de très précis. On sait que la synthèse d'actu par IA va être partout, elle est de qualité discutable et elle n'est pas forcément utile. Nous, l'idée, et c'est là ce que je mets en dernier point de cette présentation, de ce slide, c'est le parti pris éditorial, c'est vraiment qu'est-ce qui est utile pour moi, pour mon entreprise, en tant que, etc. Donc, on donne vraiment un angle très précis. C'est pas juste où, quoi, quand, comment. On essaie vraiment de donner des clés de compréhension et l'utilité. Et donc là, c'est pareil.
c'est un croisement entre le Update Me, finalement, on a presque inventé une nouvelle catégorie, entre le Update Me et Explain Me, d'avoir quelque chose qui soit utile. Et tu parlais de la homepage à l'instant. Est-ce que vous vous êtes posé la question, ou peut-être est-ce que c'est une question que vous allez vous poser dans les prochaines semaines, sur la refonte de votre, enfin, des principaux boutons sur votre homepage? Là, je suis sur votre homepage, je vois actualité, investir mon argent. Est-ce que peut-être que vous allez vous dire, bah, on va faire presque une catégorie par user needs? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Alors, je ne sais pas parce que c'est une pratique sous-jacente, je dirais. C'est pas forcément une pratique déclarative. Je ne sais même pas si l'audience sait qu'elle vient parce qu'elle veut l'expliquer, elle le ressent. Elle sait, si je vais voir un live du Monde, par exemple, je sais qu'il va y avoir des questions-réponses, que ça va être accessible, qu'il va y avoir à côté une mise en contexte, etc. Bon, bah, je vais y aller pour ça. Est-ce que je me dis, j'y vais, voilà, c'est difficile. Donc, je pense pas que ça puisse devenir parce qu'on vraiment des rubriques en tant que telles, mais ça peut être un driver vraiment sur la manière dont on gère notre contenu. Et puis, il faut y travailler sans relâche et essayer des choses. Et parfois, on se trompe et parfois, ça fonctionne. Euh, Nicolas, je voulais te demander comment ont réagi les équipes en interne, les journalistes, quand tu leur as présenté l'outil et comment elles se le sont appropriées aujourd'hui. Alors, c'était présenté en en plusieurs étapes, à toute la rédaction, puis aussi aux chefs de rubrique, puisque c'est eux qui ont les mains aussi dans le cambouis de la commande au quotidien, etc. Et donc, on y est allé progressivement. Je dirais que la méthode des user needs en tant que telle, bon, bah voilà, c'est intéressant, ok, voilà. Et la question d'un bon journaliste est et concrètement. Et donc, je pense que le rapport de données que je vous ai montré a aidé aussi, parce que c'était un outil, d'une part pour voir en fait quel était le résultat d'une semaine de commandes de sujets, qu'est-ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné, mais puis aussi du coup d'accrocher sur les user needs. Les user needs, c'est stratégique. C'est pas un levier, je pense, suffisant pour se dire au quotidien, je vais avoir une grille d'analyse en permanence là-dessus, puisque c'est l'actu d'abord et puis c'est l'intuition journalistique. Par contre, ça permet d'avoir une sorte de réflexivité sur ces pratiques. Et il y a plusieurs chefs de rubrique qui m'ont dit ah bah oui, bah ça m'étonne pas, les updates, oui, c'est vrai que ça, les updates qui sont en queue de peloton dans la liste de performance, bah on les a commandés pour cette raison, parce qu'il manquait une brève dans le journal et tout ça. Donc ça m'étonne pas qu'ils performent pas, mais c'est vrai que peut-être on pourrait réfléchir. Bah, par contre, ce sujet-là, c'est étonnant qu'il n'ait pas bien fonctionné. Peut-être c'était une question de titre ou voilà. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas de. Je dirais que c'est un outil et c'est une discussion. Et du moment qu'on parle c'est toujours parler de l'éditorial, du contenu, et pas une approche data déconnectée, je dirais, du quotidien, eh bien voilà, ça peut être c'est plutôt bien reçu. Et puis après, le travail, c'est aussi dans une rédaction, on est toujours appelé par plein de choses, c'est de le remettre au centre et puis de trouver du temps pour revenir dessus, voir s'il y a des nouvelles conclusions et si on peut mettre en place un changement d'organisation, un changement de réflexe sur une chose ou une autre. Et c'est à la marge, hein, on révolutionne pas les choses, évidemment, mais c'est des curseurs sur lesquels on peut jouer. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu présentes, Nicolas, c'est qu'il y a cette dimension remise en question. Parfois, les journalistes, enfin, je ne m'inclus dedans, hein, on va regarder le bilan de l'audience à une semaine d'intervalle, celui de la semaine dernière, et on va simplement regarder les tops et on va dire, bah, voilà, très bien, ce contenu il a super bien marché. On ne va pas vraiment en tirer des conclusions très précises, alors que là, on est capable de mieux comprendre l'audience, se remettre en question aussi pour se dire, tiens, ce sujet, Mhm. peut-être que j'aurais dû le traiter sous un autre prisme. Et ça, je trouve ça vraiment très précieux de faire ça. Et dans ce que tu présentes aussi, l'humain, à chaque fois, le rédacteur en chef en l'occurrence, va prendre la décision de se dire est-ce qu'il faut faire ça ou pas, est-ce qu'il faut traiter de cette manière-là ou non. C'est pas l'IA qui décide ça. Et moi, ça me fait Oui, en penser aucune vraiment. manière, hein, Oui.
c'est un outil au service de notre mission éditoriale et des journalistes. Et certains vont peut-être l'utiliser, d'autres pas. Et il n'y a pas de. Voilà. Mais je pense qu'avec quelques bons exemples qu'on a pu prouver finalement les choses, eh bien, il y a des réflexes qui peuvent se mettre et puis se dire, bah tiens, là je bute un peu, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait? Ah bah ça correspond à ce que j'aurais fait, mais ça peut-être un peu moins, et voilà. C'est une boîte à idées. C'est ça, c'est une boîte à idées. Le journaliste, le rédacteur en chef reste le capitaine du navire, mais on a la possibilité d'élargir un peu notre spectre euh, en regardant toutes les possibilités pour traiter un sujet euh, et trouver d'autres horizons. Et il y a cet exemple qui est vraiment très intéressant, Mhm. qui est cité dans la liste des cas d'usage de l'IA sur le site de Journalism AI. Vous pouvez aller la chercher, cette liste. Et ce cas d'usage, je pense que tu le connais, Nicolas, c'est le média The City of New York qui a expérimenté de placer des milliers de contenus. Alors là, on est sur plus de 4000 contenus qui ont été placés Oui, avec j'ai vu. ChatGPT, enfin dans l'API de ChatGPT, 4000 articles. Et ChatGPT a été chargé de chercher la localisation très précise de chaque histoire dans New York. Dans quel arrondissement de New York ça a eu lieu? Et ensuite, ils ont fait une carte de chaleur, une heatmap, et qui nous permet de voir les arrondissements, les quartiers de New York les plus couverts par le média, et au contraire, ceux où le média soit ne se rend jamais, soit n'évoque jamais ce qui se passe. Et on se rend compte, moi j'imagine le rédacteur en chef de la rédaction de City of New York, très rapidement, il peut voir que dans ce quartier, Manhattan Parks, il y a très très peu d'articles. Vous voyez la carte de chaleur, plus c'est bleu foncé et plus il y a d'articles. Alors évidemment, toute la partie Lower East Side, c'est très couvert. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de couvrir cette partie de New York parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Mais peut-être que ça va permettre à un rédacteur en chef de se dire, bah, tiens, pourquoi on ne va jamais ici? Pourquoi on ne couvre Oui, jamais des cette angles morts. activité-là? Et c'est exactement identifier les angles morts dans la couverture et se remettre en question pour essayer de faire en sorte qu'on couvre mieux le territoire. Je pense à des médias locaux comme le Dauphiné, la Provence, Var Matin. Si les médias ont cette carte-là avec leur périmètre de diffusion, peut-être qu'ils peuvent faire des réajustements éditoriaux pour mieux couvrir le territoire de diffusion de leur journal et être plus proche aussi de leur audience, quoi. Alors évidemment, après, ça ne veut pas dire que chaque jour, il faut que la carte soit d'un bleu intermédiaire, puisque ça va vraiment dépendre de l'actu, ça reste notre driver numéro un. Mais essayer de faire attention à pas que un territoire reste tout le temps blanc, quoi. Et l'exemple que tu nous as présenté, Nicolas, me fait beaucoup penser à The City of New York. Et peut-être d'ailleurs, peut-être que dans quelques années, on verra un média local avoir sur sa homepage, peut-être pas en top position de sa homepage, mais en partie un peu plus inférieure, la carte de son territoire et qu'on pourra rentrer à l'intérieur du site, enfin, une clé de lecture, ça va être la carte et aller voir quelles sont les actualités dans mon village ou le village de mes parents directement avec une carte, quoi, plutôt que de taper sous la forme d'une barre de recherche. En tout cas, voilà, moi, c'est vraiment la première fois qu'on s'est parlé, c'est ce projet-là qui a résonné en moi quand j'ai vu ce que tu nous as présenté. Euh, J'avais envie de te poser une question, Nicolas, sur les perspectives, les nouvelles perspectives que vous développez. Est-ce que vous avez d'autres idées encore en lien avec cette boussole des attentes du public? Mais je pense qu'on a déjà beaucoup de matière et ce serait bête de partir sur un autre projet. Il faut surtout le maintenir à flot, créer cette dynamique, puisque dans une rédaction, voilà, c'est l'info en priorité. Et donc, ces moments où on se met un peu en recul et on réfléchit, on partage, en fait, sont vraiment le plus important et qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Et donc, on a une équipe data aussi qui est bien impliquée dans le projet. Donc, il y a sans doute encore certains rapports, aller plus dans la granularité des résultats. Il y a des dimensions temporelles, il y a des dimensions de plateforme, il y a des dimensions, par exemple, abonnés, non abonnés. Je sais que Smart Octo a regardé notamment aussi les questions de conversion.
Est-ce qu'un article qui est plus anglais, qui a un besoin bien identifié, est-ce qu'il performe mieux? Est-ce qu'il convertit mieux un lecteur à l'abonnement? Bah, voilà, peut-être que non, peut-être que oui. Ça, c'est à déterminer. Déterminer aussi peut-être quel contenu doit être devant ou derrière le paywall aussi. Alors non, tout est derrière le paywall. Tout est derrière, ok. Pas de, Voilà. pas À part de, nos pas de sujet. podcasts et donc le brief et puis nos vidéos aussi sur les différentes plateformes, oui, tout est derrière le paywall. Mais par contre, dans le cas, si un autre média venait à utiliser ce user needs model, cette Mhm. boussole des attentes du public, ça pourrait être un cas d'usage potentiel de se dire, on va faire tous les Update Me ou une grande partie des Update Me en version gratuite. Par contre, toutes les autres clés de compréhension de la boussole vont être en version premium. Ça pourrait être aussi une possibilité. Ça dépend, oui, les stratégies d'acquisition et de savoir si un update me suffit est-ce que c'est un déclencheur d'abonnement ou pas, ou est-ce que plutôt, au contraire, de mettre des explainers ou des explicatifs en ligne qui vont attirer un public différent et qui vont se dire, ah tiens, nous c'est ce qu'on a fait pendant longtemps à l'écho, tous nos contenus dits multimédia, le data journalisme, le scrollytelling, voilà, étaient accessibles. Et ça a permis aussi à une nouvelle audience, plus jeune, différente, de nous découvrir, au-delà voilà, de ce que les gens connaissaient ou croyaient connaître de nous, puisque on est un média qui a beaucoup d'offres, une offre très diverse et très actuelle. Et donc, c'est aussi une porte d'entrée. Donc, parfois, il faut, je dirais, ouvrir des papiers à plus-value pour Hmm. convaincre et pas forcément update me, Pas mise que à des jour. dépêches ou des mises à jour, ouais. Oui, peut-être que ça peut être un de chaque, un article de chaque driver. Ça, ok, ça pourrait être des stratégies à tester. Moi, j'avais envie. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à Nicolas. Il nous reste encore quelques minutes ensemble. Je souhaitais te demander, Nicolas, si tu avais un conseil. On travaille, donc là, on est beaucoup avec des journalistes qui découvrent l'IA. Si tu avais un conseil à donner à des journalistes qui décident de lancer leur projet assisté par intelligence artificielle, quel conseil pourrais-tu leur donner? Euh, J'en ai beaucoup, hein. C'est dur. On Parce les veut on tous. apprend beaucoup en le faisant. La première, c'est de bien identifier effectivement ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Et tout ce qui est automatisation, parce que c'est ça, l'IA, en fait, c'est l'automatisation. Il faut se dire, tiens, est-ce que ça va m'apporter, parce qu'on va passer du temps, je reprends depuis le début, un projet d'IA, ça prend du temps à mettre en place, même quelque chose de simple, il faut se former, il faut essayer, il faut tester, etc. Donc, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Et comme on parle d'automatisation, l'idée est qu'on va créer un outil qui va, à terme, qui va être plus efficace ou plus qualitatif que ce que va pouvoir faire un humain seul, finalement. Puisque sinon, on peut se dire, ah bah oui, on pourrait le faire à la marge. C'est qu'à un moment, il y a un effet d'échelle où on passe sur un projet qui libère en fait un potentiel et qui nous permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire avec les moyens qu'on a. Donc ça, voilà, c'est se dire, tiens, ça c'est un bon indice pour se dire que le projet aussi peut avoir du sens et mérite, voilà, de le faire tester très rapidement et de tester aussi l'hypothèse auprès de personnes des utilisateurs finaux. Pensons à nos publics et à nos utilisateurs pour pas être embarqués dans un microcosme ou dans oui, nos publics veulent ceci ou veulent cela et puis se retrouver à faire un chatbot sur un site qui répond à toutes les questions basées sur les archives et en fait s'apercevoir qu'il n'y a pas de trafic parce que les gens ne savent pas forcément quoi poser comme question et que c'est plus un gimmick qu'autre chose. Moi, je suis très réservé sur les chatbots généralistes sur les sites des médias. Je pense qu'il y a des moyens de créer des chatbots, mais qui vont répondre à des questions spécifiques sur un domaine ou sur une manière de répondre, etc. Mais voilà. Et puis, le reste, c'est un conseil, c'est de tester avec des outils comme les GPTs, donc ces petits assistants IA qu'on peut configurer vraiment de manière assez simple et de tester, de voir si ça fonctionne. On peut ajouter des documents, on peut ajouter des sources, des bases de données et puis faire des tests très rapidement. Ça permet de valider des idées avant de déployer une grosse artillerie et puis de faire bosser des gens pendant des semaines pour s'apercevoir au final que, bon, oui, ok, c'est bien, mais c'est peut-être pas le résultat espéré ou que, en fin de compte, bah, ça n'intéresse que les gens ou les utilisateurs.
Voilà, j'ai essayé de piocher rapidement hein, quelques conseils, mais il y a tellement d'outils, tellement de tutos, tellement de voilà, d'outils gratuits aussi. Il n'y a pas de raison de ne pas commencer avec une idée et voilà, et de partir toujours d'un usage, quoi, d'un besoin particulier, qu'il soit du public ou d'utilisateur. Et d'ailleurs, combien de temps ça vous a pris à l'écho pour développer votre boussole des attentes du public entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où vous avez commencé à recevoir votre premier rapport hebdomadaire? C'est très difficile à dire parce que je ne sais pas combien, mais ça a été, je dirais, assez rapide parce que l'équipe data était prête, ils ont configuré, on leur a fourni, voilà, on a fait, allez, deux, trois réunions d'une heure pour être bien sûr des spécifications, comment on allait faire, etc. On a fourni ça et puis je sais pas, ça je pourrais pas parler pour eux, mais je sais que c'était pas un gros projet en tout cas C'était une histoire pour de eux de le faire, semaine, ou quoi. plutôt une semaine plutôt que 2 mois. Ça. Oui, oui, bien sûr, mais Ouais. totalement. C'est pas énormément de travail en tant que tel. Je veux pas dénigrer ce qu'eux ils ont fait, mais je Mm. sais que techniquement c'était pas un challenge de fou. Après, il a fallu ajuster les choses, on s'est revu, mais oui, quelques jours cumulés maximum, quoi. Et la leçon à retenir dans ton projet, enfin dans votre projet du média Oui. global, c'est Oui, que parce que j'ai vous pas l'avez. montré le travail d'équipe, mais Oui. j'avais mon dernier slide. Je vais quand même Ah, le bien sûr, montrer pour la postérité, mais c'est juste pour dire que voilà, les personnes avec qui j'ai travaillé, puisque on en a parlé. Donc, on a la particularité d'avoir une rédaction néerlandophone et une rédaction francophone. Et donc, côté francophone, c'était Davy Shentz. Et du côté data, sont ces deux personnes-là, Driss Gawi et Tim Lacroix, qui ont porté le projet avec nous et qui ont fait justement la configuration avec le ChatGPT, nos archives, voilà. Et donc, il serait mieux placé que moi pour dire combien de temps ils ont travaillé. Mais voilà, c'était important de les citer quand même bien sûr. pour ce projet. Moi, la leçon que je retiens dans votre projet, du coup, c'est que vous y êtes allé étape par étape et que vous avez commencé à la base avec ce rapport, puis après vous avez enrichi, enfin ce rapport hebdomadaire, pardon, et vous avez enrichi aussi avec ce GPT, et ensuite après avec cette création de format édito. Donc en fait, vous l'avez fait grandir au fur et à mesure ce projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on évoque dans le cours de journalisme AI, c'est Mhm. commencer petit et puis grandissez au fur et à mesure le projet. Commencez pas, n'ayez pas des ambitions démesurées dès la première étape. Parce qu'au contraire, c'est à ce moment-là qu'on risque de créer de la déception et donc d'abandonner le projet. Oui, alors valider l'idée, et c'était pas tout ça, c'était pas planifié. On savait où on voulait aller globalement dans les pistes, mais on n'avait pas dit on fera ça, puis ça, puis ça. On a dit d'abord présentons le premier rapport. Est-ce qu'il y a une différence offre-demande? Est-ce qu'il y a des informations intéressantes dedans? On aurait pu dire, bah non, en fin de compte, on sait déjà les choses, bon, on va pas creuser. On a trouvé, et puis on est allé un peu plus loin. Et puis en allant plus loin, on a fait le lien avec justement les chefs de rubrique, parce qu'au début c'était un test. Et puis on l'a présenté, c'était plutôt bien reçu, donc on a produit ce rapport. Ça prend du temps, en tout cas pour l'équipe data, de produire un rapport personnalisé par rubrique, envoyé chaque semaine à chacun, etc. Ça, c'est une partie supplémentaire de configuration. Et puis après, il y a eu le GPT. Alors ça, je l'ai fait tout seul. Allez, si je dis une demi-journée de travail avec les tests, voilà. Et puis la troisième partie, ça c'est plutôt un effort collectif avec l'équipe produit de l'éco, de discussion sur notre nouvelle app et avec du design, avec l'intégration technique, avec toutes ces questions-là, où là, il y a une équipe beaucoup plus large qui bosse dessus aussi. Et donc, on est allé progressivement avec une intuition, la validation de cette intuition, aller un peu plus loin, etc. Ça sert à rien de, effectivement, imaginons qu'on avait tout prévu depuis le début, on aurait mobilisé peut-être qu'on n'aurait pas eu les moyens, tout simplement, parce qu'on aurait dit que c'était un trop gros projet avec trop d'incertitudes. Voilà, donc étape par étape. La stratégie du petit pas. Dernière question, Nicolas. Est-ce que tu as identifié un projet mené par les médias, un média particulier récemment, un projet IA qui t'a particulièrement inspiré? Euh, pour être honnête,
pas forcément quelque chose de waouh. En fait, et tant mieux, parce que je pense qu'on est dans une phase de développement de l'IA dans les médias où, en fait, on se base surtout sur la productivité, sur le fait d'essayer de dépasser techniquement des contraintes qu'on a historiquement dans les médias, etc. J'ai rien vu qui m'a bouleversé, je dirais. Plutôt des petites améliorations au fur et à mesure, le text-to-speech, donc le fait de focaliser, ce qu'on nous on a aussi lancé. Moi, j'aime bien, par exemple, écouter des articles du Monde. Je trouve que c'est voilà, ça c'est une approche intelligente parce que c'est plutôt bien fait. On peut l'avoir le Monde dans les oreilles, etc. J'ai vu des tentatives avec des podcasts, avec des choses comme ça. Ce qui m'a le plus bluffé, ça vient pas d'un média, mais bon, les médias l'utilisent, c'est Notebook LM, et c'est cette fonctionnalité de création de podcasts, maintenant disponible en français. Pendant longtemps, ça ne l'était pas. Mais surtout, ce qui m'a bluffé, c'est la possibilité en fait d'interrompre le podcast et de poser une question et que les autres, je dirais, IA s'interrompent et nous intègrent dans la conversation et en fonction de s'ils ont été bien nourris, peuvent répondre. Et c'est sur mesure, on peut même maintenant choisir si on veut quelque chose de court, d'analytique, de critique, etc. Et ça, je trouve ça fou. Et je pense que c'est aussi un coup de pied aux fesses pour les médias, de se dire, regardez quelle est la réalité aujourd'hui. Même, voilà, bon, c'est un produit Google, qui va aujourd'hui dans une niche, mais demain, s'ils l'intègrent partout dans leur écosystème, c'est ultra puissant. Donc, je pense que c'est une façon de réveiller aussi les médias. Et je pense que beaucoup savent qu'il faut faire quelque chose, mais de se dire, ça, aujourd'hui, c'est techniquement possible et c'est techniquement faisable. Quelle est notre mission dans le futur et quels sont les services et les produits qu'on va pouvoir proposer à nos lecteurs qui viennent pour de l'information qualitative ou un certain type, certains besoins utilisateurs. Parce qu'en face, on a voilà, ce type de service assez incroyable. On l'a présenté justement, Notebook LM, c'était lors de notre deuxième module avec Alexandre Barlow de Radio France qui nous montrait comment Radio France utilisait Notebook LM pour faire de la recherche profonde dans des heures, dans des dizaines d'heures d'émissions. Et pour l'anecdote, je donnais cours en école de journalisme la semaine dernière et les étudiants ont préparé et se sont mis dans la peau d'un commentateur sportif de Canal+, pour préparer une rencontre de Coupe d'Europe. Et en fait, l'outil était adapté, mais marchait tellement avec quelques feuilles de statistiques des deux équipes, les effectifs, l'état de forme des uns et des autres. On était en capacité d'assister un journaliste dans la préparation de son commentaire de match. C'est fou, ouais. Et ça montre à quel point cet outil-là peut être utilisé dans n'importe quel secteur du journalisme, y compris les commentaires sportifs. Et on s'est même rendu compte qu'on pouvait chatter en direct, évidemment, avec l'outil Notebook LM, mais que si on avait un doute sur une statistique, pendant le match, on était en capacité d'aller taper dans Notebook LM et de vérifier la stat en direct. Donc, À la source. Voilà, c'est ça. À la source, C'est collé à la ça qui est le plus source. important, effectivement. Et donc, avec un risque d'hallucination extrêmement faible, on n'interroge pas Internet. Et ce côté outil, y compris pour les journalistes sportifs, bah ouais, c'est assez impressionnant. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta disponibilité. Avec C'était plaisir. vraiment un plaisir d'échanger sur ce cas d'usage. J'espère que ça vous a plu. On a parlé vraiment d'édito aujourd'hui, de comment élargir un peu le spectre. Module 5, vous allez recevoir le module 5 dans votre boîte mail mardi prochain. Et on continuera d'avancer sur les projets IA dans le journalisme. Et là, je vous donnerai des conseils, des ingrédients en tout cas, pour mener au succès votre projet. Et on évoquera aussi les principaux cas d'échecs les plus fréquents et on évoquera justement cette dimension, cette trop forte ambition qu'on peut avoir dans certains cas, et c'est, y compris à titre personnel, ça m'est arrivé aussi, de vouloir faire trop gros, trop beau dès le premier coup, et au contraire, vraiment, la stratégie du petit pas, c'est vraiment la meilleure idée à faire en IA. Et donc, on évoquera tout ça, et eh bien, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, et merci Nicolas. Merci à toutes et à tous. Au revoir.